Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette un peu particulière et surtout dans des conditions un peu particulières. Je n'avais pas spécialement prévu de poster cette vidéo là aujourd'hui. Nous sommes dimanche, je crois que c'est dimanche 27 août, et j'ai appris ce matin qu'un grand réalisateur de films que j'aimais beaucoup, qui était surtout qui faisait partie de ces réalisateurs qui faisaient les plus belles couves de Mad Movies et de l'écran fantastique, qui mélangeait volontiers fantastique et science-fiction, qui est surtout connu pour plusieurs films de genre, comme Massacre à la tronçonneuse, Poltergeist. Je crois qu'il y avait un truc qui était un remake d'un vieux film sur une invasion qui venait de Mars. Je sais plus quel était le titre exactement, mais moi j'ai surtout retenu de Tobe Hooper, puisqu'il s'agit de la disparition de Tobe Hooper, un film qui m'a marqué à vie en 1986, au moment du passage de la comète de Halley, qui est un film qui mélange du coup science-fiction et fantastique, qui s'appelle Life Force, puisque de façon assez étrange il s'agit de l'action de vampires de l'espace. Dit comme ça fait complètement ridicule. J'ai du mal à trouver un moyen de résumer ça de façon tout à fait pertinente et concluante, parce que le film est franchement, comme disent les jeunes, what the fuck. Mais donc voilà, c'est un film où j'ai pu découvrir du haut de mes 16 ans une Mathilde Amet fort peu vêtue, qui venait de l'espace, une invasion de vampires et surtout de leurs représentants zombiesques dans Londres. C'est très spécial comme film, mais moi j'aime beaucoup, déjà parce que ça mélangeait les genres, et puis d'autre part parce que c'est toujours agréable de voir une jolie fille sur grand écran quand on a 16 ans, mais en plus de ça, la scène d'ouverture, le début du film est pas aussi dantesque qu'à la fin, mais m'a plu énormément, déjà parce que ça commence avec l'espace, avec une navette qui est le Churchill, une navette européenne, reprise de la forme générale de la navette américaine, mais modifiée, un peu plus grande, avec des petites ailettes au bout et tout ça, et munie d'un moteur Nerva, je crois, qui est un moteur qui existe en plus, et qui a permis à un équipage venu des quatre coins du monde d'aller au plus près de la comète de Halley pour l'étudier. Et la comète de Halley cache dans la queue de la comète se trouve en fait un objet énorme, gigantesque, un vaisseau très clairement extraterrestre de plusieurs kilomètres de long, très très longiligne, comme une canne dans l'espace, qui s'avérera à la fin d'ailleurs s'ouvrir comme un parapluie. Et ce vaisseau, si l'équipage ne se décide pas à aller vérifier ce qu'il y a dedans le plus rapidement possible, comme le dit le capitaine et le héros du film, la comète de Halley ne reviendra que 80 ans plus tard, et il sera donc trop tard pour se poser des questions. Donc l'équipage, sans pouvoir prévenir la Terre, décide de s'approcher encore plus près de la comète et de la queue de la comète pour approcher de ce vaisseau, pour pouvoir l'étudier et l'explorer. C'est lors de cette exploration qu'il mène d'ailleurs tambour battant à plusieurs astronautes. C'est quand même assez épatant de partir à la découverte d'un vaisseau comme ça. Facilement, je crois qu'ils étaient 5 ou 6. Ils avaient un sacré matériel, parce que les tenues d'exploration spatiale, c'est pas donné, et surtout c'est pas facile à utiliser.
Mais donc, qu'importe, donc ces braves astronautes rentrent dans le vaisseau et tombent sur les habitants, entre guillemets, qui ressemblent à des grosses chauves-souris, et dans une salle, tout un tas de chrysalides, on va dire, et au milieu desquels se trouvent 3 corps, visiblement parfaitement conservés, mais 3 corps humains. 3 corps humains, dont 2 mâles, et on va dire une femelle, puisqu'elle n'est pas spécialement supposée être humaine. Et c'est là que les ennuis commencent, puisque les personnages commencent à se sentir mal, mais pour autant se disent qu'il serait bon de ramener ça, assez sautement d'ailleurs, sur Terre. Et la navette revient en orbite terrestre, mais ne donne pas signe de vie pour cause, puisque tout le monde est supposé être mort dans la navette, et n'a survécu que finalement ces 3 corps parfaitement conservés qui sont ramenés contre toute attente sur Terre, à Londres. Voilà. Et il se trouve que la jeune femme, au moment d'être étudiée, va se réveiller, va vider de leur énergie vitale plusieurs personnes, et va commencer non pas une conquête de Londres, mais va laisser finalement se propager une contagion, puisque chaque personne qui se trouve privée de son énergie vitale, de la life force, va se réveiller, s'approcher au plus près de victimes dont ils pourront absorber la vie, mais ils sont condamnés à absorber la vie d'autrui régulièrement, continuellement, sans quoi ils meurent pour de bon, et se retrouvent, réduits à l'état de poussière. Et donc c'est finalement entre le vampire et le zombie, et tout le monde est vite attrapé par cette contagion, surtout à Londres. Et voilà. C'était un peu long comme résumé, vous voyez, c'est pas forcément passionnant, mais je suis encore sous le coup de la surprise, même si Monsieur Hooper n'était pas de première jeunesse. Perdre des gens comme ça à 70 ans à peine, ça peine toujours un peu. Et c'est comme Monsieur Romero ou d'autres réalisateurs qu'on a perdus ces dernières années, ou acteurs, quand ils vous ont marqué au fer rouge dans votre jeunesse, forcément ça peut pas laisser indifférent. On peut pas se dire que on s'en fout, voilà. Donc voilà. En plus c'est une année qui a été importante pour moi. C'est l'après Star Wars. Retour de Jedi c'était 83, Dune c'était 84, et 86-87 après SOS Fantôme et Gremlins et tant d'autres films des années 80, ou Retour vers le futur en 85. Life Force, ça fait partie des films, j'allais dire adultes, que j'ai pu voir au cinéma, avec Predator, avec même quelque part Terminator 2, c'est pas spécialement pour enfants. Voilà, c'était le début pour moi de la découverte de films de genre qui me correspondaient, qui grandissaient avec moi, et qui me prenaient pas nécessairement pour un con. Donc voilà, en plus Tobe Hooper, c'est quand même aussi le réalisateur de Poltergeist, qui est certainement un de mes films d'horreur préférés du début des années 80. Massacre à la tronçonneuse, malheureusement, dans le genre slash movie, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais il a marqué le genre, ça c'est évident. Et donc voilà, il était bon pour moi de rendre hommage à ce monsieur. Et au bout de 9 minutes de vidéo, il serait peut-être temps que je vous présente la maquette en question. Donc je suis désolé. Je parlote, 3615 My Life. Mais voilà, cette maquette-là, en fait, c'est une maquette que j'avais achetée en pensant acheter une maquette qui serait de bonne qualité, puis en fait dedans je me suis retrouvé avec une navette qui était très très semblable à celle que j'avais déjà eue dans une toute petite boîte Revell, à peine plus grande que celle-là, également, ou un 288, j'aurais dû me douter un petit peu. L'avantage par contre, c'est qu'elle est livrée avec les fusées d'appoint et le grand réservoir qui permet à la navette de s'échapper de l'attraction terrestre et d'aller en orbite.
puisque je rappelle, c'est un véhicule qui est fait pour aller en orbite et retourner sur Terre. Pour l'instant, la navette n'a jamais été utilisée pour autre chose que ça. Et elle commence à dater. C'est de la marque Academy, qui est coréenne, si je ne me trompe pas. Et donc c'est du 288. Je l'avais pas payé bien cher. Le prix, on s'en fout en fait. Mais donc voilà, c'est supposé donner ça une fois terminé. Il y a donc, vous voyez, il y a un stand et puis toutes les pièces qu'il faut, la planche de décalco qu'il faut. Et a priori, sur la planche d'origine, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire Columbia, Atlantis, Endeavour, voilà, toutes les navettes existantes. Peut-être même Enterprise, je sais plus. Mais donc voilà, et c'est cette maquette-là que j'ai immédiatement pensé à utiliser pour faire la version de la navette qu'on voit dans Life Force, qui est donc le Churchill. Et ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a dans la boîte, même si c'est un peu le bordel, hein, parce que j'y ai laissé énormément d'éléments. Mais on va voir ça immédiatement. Alors je me suis approché le plus possible et de telle façon à ce que je puisse attraper tout cela. Alors donc la boîte, on l'a vu, hein. Et à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. On va peut-être voir la maquette elle-même, quoique là, du coup, c'est pas terrible. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté facilement 1 cm d'éléments à la navette pour qu'elle soit de la taille voulue par rapport au film. Bien évidemment, j'ai revu le film une quantité de fois et ça m'a permis de revoir les scènes où il y a la navette. J'ai repris pas mal d'images sur le net, j'ai fait des saisies d'écran, c'est très cool de faire ça sur VLC. Et on y voit très clairement donc un certain nombre de détails, notamment le fait que l'intérieur de la navette évidemment n'est pas creux comme le porteur de satellite qui est la navette normale. Mais donc il y a des sections d'habitation, de tout ce qu'on veut, etc. Mais surtout, en fait, la navette du film fait apparaître des espèces de panneaux solaires qui permettent, peut-être même des voiles solaires, qui permettent à la navette de voyager vers la comète de Halley. Voilà. Donc pour faire tenir tout cela, j'avais utilisé ces tiges en métal qui sont un peu plates et qui normalement m'auraient permis de faire en sorte de tenir tout ça. Alors, voilà. Évidemment, j'arrive plus à les mettre, mais bon, croyez-moi, c'est fait pour. Voilà. Et par contre, ça c'est beaucoup trop petit, et puis surtout c'était des panneaux solaires empruntés à la station internationale ou peut-être Mir. Et ça correspond pas à ce qu'on voit dans le film, mais bon, je me suis dit que ça pouvait aller. Voilà. Mais c'est nettement trop petit. Mais donc là vous avez la forme générale de la navette telle qu'on la voit dans le film. Et pour info, je me suis toujours demandé ce que c'était que ces machins-là. J'en savais rien, jusqu'à ce qu'une amie me file pour récupération ces essuie-glaces. Et ça en fait, mesdames et messieurs, il s'agit en fait de tiges de métal qui sont dans les essuie-glaces. Voilà. Et vous voyez donc c'est une tige mais plate. Et c'est super pratique à utiliser pour nos projets de maquette. Donc je vous conseille de récupérer ce genre de choses. C'est vachement cool. Donc sinon, mis à part ça, parce que là pour le reste de la boîte c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne m'explique pas d'ailleurs, mais qu'importe. Donc l'autre petite particularité de cette navette, c'est que là où normalement la navette spatiale a des volets qui s'ouvrent vers l'extérieur, comme ça, il se trouve que
les volets de cette navette s'ouvrent de cette façon-ci. Et que... mince, évidemment. Hop. Et que lorsque la navette, on voit qu'elle approche de la queue de la comète de Halley, lorsqu'elle doit s'approcher de la comète, les panneaux solaires se rétractent, rentrent dans l'habitacle ici, et on voit clairement, en tout cas moi j'ai vu clairement, que ça se fermait comme ça. Voilà. Donc forcément je vais être obligé de mettre ces panneaux de cette façon-là, pour permettre à la navette d'avoir la position qu'on voit au début du film. Avant de parler de la section moteur, des sections moteurs, j'ai utilisé bien évidemment ici, là encore d'autres éléments qui sont issus de la station Mir. J'en avais deux. Il y en avait une qui était de marque Heller et l'autre de marque Revell. Je vous laisse deviner laquelle des deux était la meilleure. Mais qu'importe, ça fait de bonnes pièces à récupérer. Et en plus de rajouter donc 1 cm ici, vous voyez que j'ai rajouté quand même des petites ailes que j'ai empruntées à un avion. Je devine que c'est peut-être l'Alpha Jet de la patrouille de France, mais j'en suis pas sûr. Je l'ai certainement emprunté sur un kit d'avion, j'allais dire quelconque, mais merci à ce kit d'avion hein, d'avoir joué les donneurs. Avoir la forme exacte des petites ailettes de ces plans canards, je crois, qu'on dit, c'était pas évident, puisque dans beaucoup d'autres projets que j'ai vus sur le net, les petites ailettes en question étaient reprises des ailes de navettes spatiales, exactement la même forme, mais à une échelle différente. Quelqu'un l'a fait au 1,72, et ils ont repris des ailes ici, j'imagine, au 1,288. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, ça a été rajouté sur la section rajoutée à la navette, et vous voyez que la forme générale de la navette se repère immédiatement. Et j'ai tenté de garder un certain nombre de détails à l'avant. Hein. Et là, on a donc une section moteur qui peut sembler simple, mais qui ne l'est pas. Et qui est la reproduction que j'essaie de faire le plus fidèlement possible du moteur Nerva, qui permet d'utiliser un moteur, je sais plus à quoi ça fonctionne, mais en tout cas ça permet de voyager dans l'espace, visiblement très loin et très vite. Et ça n'a pas encore été utilisé, à part peut-être pour des satellites d'exploration, peut-être comme le Voyager, j'imagine. Mais voilà, donc ce moteur-là, on le voit aussi très très bien dans le film. Il était important pour moi de le placer là. Et sinon, les moteurs qui sont ici ont été remplacés par des œillets en métal et des petits trucs qui sont utilisés. Alors, nos amis électriciens vont peut-être les reconnaître, mais c'est des trucs qui sont utilisés en électricité, j'imagine, pour relier peut-être des fils. Et bon, je les ai mis là pour les petits réacteurs d'appoint. Là, évidemment, il n'y a pas les vrais réacteurs qui, bon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. J'ai mis la main sur des kits des kits japonais, des option kits, voilà, qui pourraient aller. Mais bon. Il y en a des très gros qui ressemblent bien au moteur qu'on voit sur la navette, qui pourrait être ceci. Moi, je pense que ça sera ça. Hein. Il y en a des plus petits. Et puis, à un moment, quand j'étais plus jeune, je me disais que les plots qu'on voit sur les Majokits, si vous vous rappelez de cette collection de chez Majorette, je crois, qui étaient donc des trucs au 1/60e et des petits plots comme ça. Et je me disais que ça pouvait faire d'excellents réacteurs, mais là, c'est peut-être un poil trop petit. Donc voilà. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez vu, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres pièces à rajouter. Et j'ai laissé dans la boîte énormément d'éléments.
puisque là c'est la maquette et les pièces que j'utiliserai, et puis là-dedans, dans toute la boîte, il y a encore plein de choses. C'est parce qu'en fait, les panneaux, je vais pas les peindre, mais je vais peut-être utiliser, c'est ce dont je parlais pour le R5D4 de Bandai, ce genre de choses. Et j'avais mis de côté d'autres trucs comme ça, là, dans la même logique. En plus de ça, ceux-là sont déjà avec des petits carrés, si on voit bien. Je sais pas, moi je les vois à l'œil nu, mais sur la caméra c'est pas évident. Donc c'est assez joli. Et sinon, j'avais mis la main aussi sur ce genre de choses, où là aussi carrément c'est différentes couleurs. Et si j'utilise ça et que je mets du smokescreen de Tamiya par exemple, ça peut le faire. Et là c'est parfait, c'est ni plus ni moins que parfait à mettre sur les panneaux. Là ça fait tout de suite très panneau solaire de satellite. Il n'y a même pas à se poser de questions. Et il y a plusieurs feuilles là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Attends, vous avez vu le truc rond, mais voilà, là c'est carré et autocollant. Alors c'est pas mal, mais il n'y a pas les petits carrés. Et sinon, à un moment, il y avait aussi ce rouleau pour les cadeaux, vous savez, de Noël ou d'anniversaire, qui rendait pas mal, qui fait aussi très panneau de satellite. Et sinon, au niveau peinture, il n'était pas question de rater quoi que ce soit. Ah tiens, oui. Dans la soute, j'ai déjà mis un petit revêtement qui rappelle ce qu'on voit dans les vaisseaux spatiaux réalistes. Et j'ai utilisé tout simplement ce truc-là que vous connaissez certainement, qui est utilisé pour cercler de la marchandise sur des palettes. Et ça, on en trouve souvent dehors, par terre, à côté des commerces. C'est pas ce qui manque. Et je trouve que la texture est sympathique et peut être utilisée dans beaucoup de projets. Sinon, qu'est-ce que je regardais tout à l'heure? Ah oui, voilà. Donc, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que sur la navette, pour la rentrer dans l'atmosphère, il y a des tuiles thermiques qui lui permettent d'éviter de brûler sa rentrée dans l'atmosphère. C'est une technique qui est connue depuis bien longtemps et qui a permis notamment à toutes les missions Apollo de revenir de la Lune et de toutes les missions habitées en orbite terrestre de revenir également. Mais la navette est entièrement recouverte de tuiles thermiques. C'est ce genre de tuiles qui n'avaient pas été correctement vérifiées, qui ont causé, je crois, le deuxième accident de navette. Alors je suis désolé, il me semble que c'était Challenger. Vous me direz dans les commentaires. La deuxième navette a explosé non pas au décollage mais au retour sur Terre. C'était un problème de tuiles. Donc un truc à pas prendre à la légère du tout. Et ce que j'ai cherché, que j'ai continué de chercher, c'était le moyen de reproduire ces tuiles, mais pas au pinceau et une par une, surtout à cette échelle-là, c'est arrêté fastidieux. Il n'était pas question non plus de faire quelque chose de entièrement noir et blanc, j'ai essayé, c'est moche. Par contre, avec de la tulle de mariée, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir de pochoir pour reproduire les tuiles, et j'avais commencé à le faire ici. Si Monsieur Focus voulait bien, voilà. Bon, je crois qu'on voit bien là. J'ai commencé à le faire, mais ça me convenait pas non plus. Et il faut en plus que je trouve un moyen de faire ça sur le côté noir, donc en fait faire du blanc ou du gris et ensuite peindre en noir et faire en sorte que les tuiles rendent bien, et faire le contraire ici, à savoir donc du noir sur le blanc et peindre en blanc pour que les tuiles soient visibles. Et il n'est pas question de faire ça voilà, à l'envie, quoi. Faut que ce soit droit, faut que ce soit correct. Et finalement, ce genre de choses où ici par exemple, j'imagine que c'est aussi des trucs de mariés. Là, de toute façon, là ça va pas parce que c'est en croisillon, mais c'est pas droit.
Ça fait pas des tuiles. Les tuiles, comme vous le savez, bon, il y a une tuile qui va être comme ça, une autre qui va être comme ça. C'est pas aligné. Et donc, il se trouve que pendant des années, je me suis dit comment régler ça. Il fallait que je trouve un pochoir qui va bien. Et c'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur ce jouet qui était à l'abandon et qui est un piège à insectes. Et qui, je ne sais pas si vous le voyez là, a donc cette particularité d'avoir, donc pas une texture, mais cette espèce de grille qui, si on regarde bien, voilà, c'est comme des tuiles. Et là, ça c'est parfait. C'est même limite un peu trop petit pour correspondre aux tuiles qu'il y a au 1.288, mais pour donner cette impression de texture, de tuiles qu'il y a sur la navette, ça sera juste parfait. Voilà. Donc j'ai récupéré ça, je l'utiliserai là-dessus, et ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Et sinon, la dernière chose qu'il faut que vous sachiez sur ce projet, qui est en attente depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années, il est vrai, c'est que j'en avais parlé sur un forum américain, et je me disais c'est bien dommage parce que je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour modifier les décalcos. Bon, je vais m'en dépêtrer comme ça, et puis tant pis. Je nommerai ça Churchill, mais on verra pas qui écrit Churchill. Et il se trouve que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les décalcos originales, c'était ça, et voilà, ça confirme ce que je disais. Il était question donc là de nommer les navettes Atlantis, Endeavour, Columbia, Discovery, Enterprise. Il n'y a pas de Challenger. Mais donc c'est écrit en grand, petit, mais forcément il n'y a pas écrit Churchill, hein, voilà. Et il y a le petit drapeau américain, il y a le petit logo de la NASA, mais il n'y a pas l'ESA, qui est donc la société qui s'occupe des voyages spatiaux en Europe. Hein. C'est European Space Agency, logiquement. Et puis surtout, il n'y a pas le petit drapeau anglais, qu'on voit très clairement sur la navette. Et donc au départ je me disais c'est pas grave, je vais me débrouiller, mettre d'autres trucs issus de Gundam ou quoi. Et j'ai été contacté par une société canadienne fort sympathique qui s'appelle Gibot Decals. Et il se trouve que le gars qui s'occupe de Gibot Decals propose des décalcos fabuleuses à qui veut, à différentes échelles, sur des maquettes qui sont parfois difficiles à trouver, ou des maquettes qui sont faites à partir de jouets, et donc du coup il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur son site, je vous le conseille, hein, c'est Gibot Decals, vous cherchez ça sur le net, de toute façon il n'y a pas moyen de s'y tromper, et c'est fantastique parce que même chez lui je vais pouvoir trouver la planche de décalco qui me manque pour la voiture de Robocop que je vous ai déjà présentée, mais vous le voyez, les décalcos qu'il m'a fournis, déjà il y a plein d'options pour la partie de cabine de pilotage, en argenté, en doré, en cuivré, en rien du tout. Il y a tout ce qu'il faut pour les sas, les marquages, les drapeaux anglais en veux-tu en voilà, du ESA en veux-tu en voilà, le drapeau européen en veux-tu en voilà. Et il y a même les petits thrusters qu'on peut mettre là, à l'avant. Ça c'est pour mettre à l'avant. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment en peinture métallisée et que ça rend super bien. Seule particularité de ces décalcos, faut bien le comprendre par contre, c'est que contrairement aux décalcos du commerce, c'est pas détouré. Parce que là, vous plongez ça dans l'eau, et c'est pas forcément super visible, mais voilà, peut-être un peu là. Il y a un détour, vous voyez,
Et donc la partie à utiliser va se détacher toute seule, ou si elle veut bien, du papier, et puis vous aurez que cette partie-là à utiliser. Là, il faut découper soi-même le décalco qu'on veut utiliser, sans quoi on se retrouve avec la totalité de la planche de décalco sur les bras. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que je dois beaucoup à JBot Decals, que vous pouvez trouver des planches de décalco de fou, d'un petit peu de tout, et que si vous voulez faire personnaliser quoi que ce soit, il peut le faire puisque il les imprime lui-même, et donc vous pouvez vous faire imprimer quelque chose à votre nom ou le nom de quelqu'un d'autre, ou lui demander des trucs particuliers pour des projets particuliers. Voilà. Donc fortement recommandé. Encore merci à JBot Decals pour cet envoi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc vous l'aurez compris, très ému quand même par cette disparition. J'avais pas prévu de présenter cette maquette de sitôt, mais voilà, c'est fait. Donc vous le savez désormais, un jour ou l'autre vous me verrez débarquer avec cette navette, le Churchill, tel qu'on le voit dans le début du film Life Force. Et si vous vous demandez comment voir ce film, c'est très simple. Vous allez sur Netflix et le film en version cinéma y est proposé. Moi je n'ai que la version DVD en zone 1 et en version longue, que je trouve pas très bonne d'ailleurs. Et vous aurez l'occasion, si vous êtes sur Netflix, de voir ce film très facilement, que je vous recommande d'ailleurs plutôt en version originale. Les accents anglais, c'est toujours savoureux. Voilà, donc écoutez, désolé, 30 minutes de vidéo, j'espère que vous me pardonnerez, un peu d'indulgence, et je vous dis donc à très bientôt. J'espère quand même que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos concernant les maquettes.